Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup à la chaire d'éthique appliquée ici à l'Université de Sherbrooke et aussi au REOC d'avoir accepté que je vous présente aujourd'hui mes travaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats de ma recherche doctorale. Je travaille depuis quelques années avec mes collègues de la chaire de management éthique à réfléchir sur l'efficacité de ce qu'on fait en organisation en termes de sensibilisation, formation, prévention et correction de certains comportements. Je m'intéresse principalement à la gestion en contexte de complexité. Depuis hier, on a parlé énormément de complexité. Déjà, dans l'allocution d'ouverture, M. Paquet nous a parlé du fait que les organisations, ce sont des systèmes complexes, que les systèmes de corruption sont extrêmement complexes aussi. Et donc, on a une complexification de l'environnement des organisations et des problématiques, des enjeux éthiques que vivent auxquels font face les organisations. Et bizarrement, c'était la prémisse de ma recherche doctorale. Bizarrement, on a cette grande complexification dans les enjeux, mais on a cette grande simplification dans les réponses organisationnelles à cette complexité. C'est-à-dire que, habituellement, les organisations vont décider de se focusser exclusivement sur la réglementation, des codes d'éthique. Il faut dire que moi, de mon côté, je me suis beaucoup concentrée sur les organisations du secteur privé. Donc, dans les entreprises, bien souvent, encore aujourd'hui, la réponse organisationnelle à cette complexité, elle est un peu simpliste, à mon avis. Donc, j'ai une approche un peu plus peut-être pratique de l'éthique organisationnelle, de l'éthique des affaires. J'évolue dans une école de commerce, donc je me préoccupe du management de ces problématiques-là dans les organisations. OK, on a parlé donc de cet accroissement dans la complexité, de l'accroissement des enjeux, des problématiques de corruption. On en a des scandales au niveau politique, des scandales au niveau des affaires. Sur le terrain, quand on discute avec des gens dans le milieu organisationnel, on sent qu'on veut faire quelque chose. Vous êtes là aujourd'hui dans un colloque en éthique organisationnelle. On sent qu'il y a un désir de changer les choses dans le milieu des affaires, dans le milieu de l'administration publique. Mais des fois, on ne sait pas trop comment faire non plus. On se dit, bon, il y a différentes initiatives qui sont mises de l'avant, mais on ne sait pas toujours nécessairement dans quoi on s'en va. Donc, je me suis basée un peu sur ma recherche sur le principe de la variété requise. La variété requise, c'est un principe qui a été élaboré par Ashby en cybernétique, en théorie des systèmes, qui nous dit que lorsqu'on tente de gérer un système complexe, il faut que le système qu'on met en place pour gérer ce système complexe-là soit aussi complexe que la complexité de la problématique qu'on essaye de gérer. Okay? Donc, la diversité interne de tout système complexe doit correspondre à la variété ou à la complexité de son environnement. C'est un principe qui est repris en management pour le design, par exemple, de structures ou de systèmes plus efficaces en gestion, mais c'est aussi un principe qui est tranquillement repris en éthique des affaires pour tenter de créer des organisations plus fiables. En anglais, on dit « reliable ». Hein? Donc, créer de la fiabilité dans les organisations par la diversification de nos approches et de nos initiatives, et donc, en variant la réponse organisationnelle, en la complexifiant, on a plus de chances d'arriver à gérer ce grand système complexe de nos organisations et, par exemple, ici, de la corruption, qui est le sujet de ce colloque. Okay? Donc, par contre, ce qui est fait en théorie, donc dans le contexte théorique de l'éthique organisationnelle et de l'éthique des affaires, c'est un domaine qui est souvent critiqué. Hein, on dit que c'est un domaine qui manque un peu de pragmatisme, non pas de pragmatisme comme Alison l'entendait tantôt, mais on va dire que c'est pas très concret, c'est pas très pratique des fois l'éthique organisationnelle. On parlait de pelletage de nuages hier dans les présentations. On dit souvent qu'il y a un fossé entre ce qui est la théorie, hein, les académiciens qui nous parlent de grandes théories, et la pratique vraiment vécue dans les organisations. Ce qui est vu aussi dans la théorie, c'est qu'on va se concentrer sur l'évaluation de certaines
pratiques très précises de gestion. On va vraiment il y a beaucoup de publications sur les codes d'éthique. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils comprennent, combien de pages en combien de pages ils sont définis, etc., etc. Mais on manque un petit peu de vision d'ensemble de ces programmes-là, ce que j'appelle des programmes d'éthique organisationnelle. Comment on est capable de tenter de créer des programmes qui vont essayer de sensibiliser, de conscientiser les gens, de changer tranquillement des comportements et de la culture, comme ce dont on discutait hier et ce matin. Souvent aussi, dans la littérature, on va proposer deux approches de l'éthique organisationnelle. On les présente parfois aussi comme opposées, moins souvent comme étant complémentaires. On va dire qu'il existe deux approches. Il existe la conformité d'un côté, et de l'autre côté, il existe ce qu'on dit les approches d'intégrité. Les approches d'intégrité qu'on va aussi appeler, par exemple, des approches d'éthique ou des approches liées aux valeurs. Ces deux pôles-là sont des fois même présentés comme deux extrêmes sur un continuum. Okay? Et elles sont vues comme elles sont des deux extrêmes d'un même continuum, mais elles sont pratiquement opposées. Okay? Dans leur nature, et on ne les met pas de façon très, très complémentaire. D'autres oui. Il y a d'autres propositions qui émanent du milieu académique. On va proposer d'autres modèles, comme l'infrastructure éthique des organisations, qui a été mentionnée par exemple par les travaux de l'OCDE. On va aussi dire, il existe pas juste deux approches, l'éthique versus la conformité. On va dire qu'il en existe 4. Par exemple, ici, on a Rasch, Waddock et McIntosh qui nous disent il y a 4 types d'approches. On peut avoir des approches qui sont plutôt des approches fondées sur des principes, des grands principes, ou des initiatives de certification dans les organisations, ou encore du reporting ou des processus de gestion. Okay? On a même un article plus récemment qui est sorti qui nous dit pour avoir un bon programme d'éthique organisationnelle, il faut avoir 9 pratiques de gestion. Et c'est Captain en 2009 qui nous dit, qui nous donne finalement une recette pour faire de l'éthique dans les organisations. À mon ton, vous avez peut-être marqué mon opinion de la chose. Alors, mon objectif dans ma recherche, c'était quoi? C'était de créer un questionnaire. Thierry vous en a donné quelques informations là-dessus. Je me suis dit, je voulais évaluer, analyser de façon empirique quelles sont les pratiques d'éthique organisationnelle qui sont réellement utilisées en organisation, actuellement utilisées par des organisations diverses de différents secteurs, secteur public, secteur privé. Et ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui est fait dans les organisations? Est-ce qu'on trouve que c'est efficace ou on trouve que ça ne sert à rien? Qu'est-ce qu'on en pense? Donc, je voulais avoir un peu plus de données là-dessus. Et ensuite, sur la base de mes données empiriques, Alison nous a parlé de l'importance de partir de nos organisations, des problématiques, d'aller récolter des données avant de théoriser sur l'éthique, avant de proposer des modèles. C'était aussi mon objectif d'aller vraiment voir qu'est-ce qui se passe dans les organisations, puis qu'est-ce que les acteurs en pensaient. Donc, sur la base de mes résultats, je voulais proposer un modèle intégrateur parce que j'avais bien l'intuition, qui a été d'ailleurs confirmée dans mes données, c'est que l'éthique dans les organisations, c'est pas seulement deux approches. Il n'existe pas seulement deux façons de voir ou de créer des programmes d'éthique organisationnelle, mais c'est beaucoup plus subtil que ça et c'est beaucoup plus varié. Et on devrait cultiver cette variété-là dans nos organisations pour maximiser l'occasion de toucher à rejoindre des personnes qui sont par nature très différentes. Donc, je vais vous parler de ma taxonomie, qui est un mot un peu fancy pour dire classification, donc de ma proposition de classification de ces orientations-là des programmes d'éthique organisationnelle. Et ce que je veux faire, mon message ultime, c'est de dire que, en se basant sur cette idée-là de la variété requise, je veux valoriser, promouvoir une approche pluraliste de l'éthique dans les organisations qui finalement va mettre l'accent sur la
créer de la variété dans les organisations, dans ces programmes-là, pour rejoindre différents types de personnes, différents types d'enjeux pour répondre à différents besoins. Encore là, il n'existe pas une recette pour faire de l'éthique dans les organisations, donc ces programmes-là doivent être très contextualisés, mais par contre, on peut savoir comment un peu on se dirige vers quoi pour créer de la variété. Je vais vous en parler davantage après ça. Alors, j'ai créé un questionnaire en ligne qui me permettait d'avoir de l'information sur la perception de l'efficacité des pratiques de gestion. Ces pratiques-là émanent d'une analyse de contenu. Donc, on a déterminé, on a analysé finalement les comportements des organisations dans des revues de littérature, dans des revues professionnelles, dans des entrevues, etc. Donc, on a déterminé, on a listé 81 pratiques de gestion qui étaient liées à l'éthique organisationnelle. Et donc, une première question était, aux acteurs, quelle est votre perception de l'efficacité de ces pratiques-là? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on en fait dans vos organisations? Quelle est la valorisation de ces pratiques-là dans les organisations? Je vois pratiques de façon très, très large. Pour moi, des outils de gestion comme des codes d'éthique, ça fait partie des pratiques de gestion qu'on a. On implante des codes d'éthique dans les entreprises. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de savoir, par exemple, l'implantation d'un code d'éthique dans l'organisation. Est-ce que vous trouvez que c'est efficace pour tenter d'améliorer l'éthique de votre entreprise ou de votre organisation? 2, est-ce que votre organisation en a un, de la fréquence? 2, est-ce que c'est tabletté, comme Thierry nous expliquait, ou c'est quelque chose qui vit dans l'organisation? On l'utilise, on y fait référence, etc. Donc, je voulais avoir un peu plus d'informations sur comment c'est valorisé dans l'organisation. Alors, je vous ai mis juste un exemple de comment j'ai posé mes questions en ligne. C'est un questionnaire en ligne qui se répond de façon très conviviale. Et donc, les gens me disaient, par exemple, le fait d'allouer un budget permanent dans une organisation pour traiter des enjeux éthiques, est-ce que vous pensez que ça peut être pertinent? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il y a un effet? Ou est-ce que ça peut même détériorer l'éthique d'une organisation? Donc, je le laissais libre aux acteurs de me répondre. J'ai passé ce questionnaire-là auprès de 441 répondants qui venaient de différents secteurs d'activité. Un 29% issus du secteur de la finance, donc un peu une surreprésentation à ce niveau-là. Donc, ça venait aussi de PME, d'entreprises, de très grandes entreprises et de plus petites entreprises. C'était assez varié, okay, mon échantillon. Je vous parle premièrement d'un résultat qui m'a beaucoup intéressé et qui sert mon propos sur la variété requise. Suite à une analyse factorielle de mes données, je vous suggère ici un modèle un peu plus subtil peut-être de comment on peut voir l'éthique ou les orientations des programmes d'éthique dans les organisations qui se structurent en 7 approches différentes, en 7 orientations différentes qui sont les approches d'engagement social et environnemental, les approches, par exemple, de formation collaborative. On en a parlé depuis 2 jours de dialogue, par exemple. On a parlé de structures. Donc, des structures, je viens de vous parler de l'allocation de budget. Par exemple, on a parlé de comités, je pense hier, de comités d'éthique. Donc, des approches structurelles. Des approches de défense de la réputation qui, parfois, nous rebutent en éthique organisationnelle. Mais on avait M. Beaupré qui nous parlait de l'importance de la notoriété d'une organisation. Alors, il existe des approches en éthique organisationnelle qui sont liées à la défense de la réputation de l'organisation. Des approches de développement expérientiel, je les appelle mes approches un peu funky, qui sont plutôt de nature par exemple, développer des programmes de yoga dans les organisations pour gérer le stress, gérer les émotions au travail. Donc, des approches qui sont un petit peu moins orthodoxes, qu'on est moins habitué de voir, mais qui peuvent permettre parfois d'assister les gens dans la gestion de leurs émotions, dans la gestion des climats de travail, etc., pour prendre peut-être des décisions plus posées. On a des pratiques, évidemment, de détection et de conformité. Celles-là, je n'ai pas besoin de vous les expliquer. Et les pratiques qui sont plutôt d'ordre de la gouvernance, qui sont des pratiques de contrôle normatif et financier. Ces 7 approches-là, elles sont autant d'orientation de nos programmes de gestion de l'éthique dans les organisations. Et je parle hier, merci, j'entendais hier M. Paquet nous parler de l'araignée, puis je trouvais ça drôle parce que mon modèle est un peu comme une toile d'araignée, donc, qui nous disait ça sert à rien juste de se concentrer sur l'araignée et puis de juste
attraper ou tuer l'araignée, il faut travailler sur le système. Et donc, mon modèle se présente en justement un système dans cette toile d'araignée-là et qui me permet, en utilisant finalement mon questionnaire, de qualifier les programmes d'éthique organisationnelle et de qualifier, donc, d'analyser ce que font réellement les organisations, ce qui est perçu par les acteurs et peut-être de le comparer à un idéal, à ce qui est perçu par les acteurs, comparé à ce qui est valorisé dans l'organisation, qui me permet, donc, de créer des profils. Je vais vous en parler maintenant. Donc, dans les contributions scientifiques, mes résultats, nos résultats à la chaire suggèrent qu'il n'existe pas juste 2 types de pratiques, 2 approches en éthique organisationnelle, mais qu'il en existe plutôt 7, qui sont autant, comme je vous dis, d'orientation des programmes de gestion de l'éthique dans les organisations, si je peux les appeler comme ça. C'était la création d'un instrument qui permet d'analyser la valorisation et l'efficacité perçue de ces pratiques de gestion-là. Donc, j'ai procédé à la validation de mon échelle à travers ma thèse. Et ça nous permet finalement d'étudier des configurations de ces programmes d'éthique. Ça peut nous permettre de comparer la configuration des programmes selon des secteurs d'activité, selon des types d'entreprises, selon des départements dans une organisation, selon comment... Donc, ça devient un outil finalement de comparaison, un outil qui peut être la base de développement organisationnel, par exemple, de la base de formation, d'une réflexion stratégique dans nos organisations en matière d'éthique. Donc, ça crée des profils. Je vais vous en montrer. 2 ici. Ce sont des configurations de programmes d'éthique de 2 organisations différentes. La première, celle qui est bleue, c'est un profil d'une entreprise publique qui finalement, comme vous le voyez, est très plus axé sur le contrôle normatif et financier, donc qui préfère des approches de gouvernance, beaucoup moins des approches expérientielles, et qui finalement se focus davantage sur de la structure, donc le côté droit de ma toile d'araignée, moins sur la formation collaborative, sur les dialogues, sur ces approches dont on a parlé depuis hier. Et quand on regarde à droite, un profil d'une grande entreprise privée, on voit une entreprise qui a un peu moins d'intérêt, moins de développement sur les approches de gouvernance que la première, mais on voit aussi que le programme est pas mal moins développé en général. Là, il est déjà plus concentré vers le centre, puisque ça, ce sont des données qui sont basées sur ce qui est valorisé dans ces organisations-là. Donc, ça me donne 2 profils qu'on peut déjà comparer. Ça me donne aussi des profils qui sont individuels. Par exemple, on peut, lorsqu'on analyse les résultats individuels des répondants, on peut voir qu'il y a des personnes qui valorisent des approches différentes à d'autres, okay, que d'autres individus. Je vous propose de comparer ici 2 individus qui sont issus de ma base de données. Un premier profil individuel d'un financier en haut qui a une préférence, le modèle orange, là, qui a une préférence sur la détection et la conformité, sur les approches, oui c'est ça, donc plus d'ordre régulatoire, celle dont on a parlé, qui est associée à la conformité depuis hier. Et bizarrement, on a un autre kidam, un gestionnaire qui finalement est beaucoup moins intéressé par les approches de conformité, mais qui est très ouvert, semble-t-il, à des approches de collaboration, des approches d'engagement social. En fait, il est ouvert à tout sauf à la conformité. Donc, ça nous permet dans des profils individuels, de faire de la base de formation. Hein? À partir de là, on peut créer de la formation adaptée, on peut susciter de la réflexion, susciter du dialogue entre les individus sur leurs préférences, par exemple. Donc, des profils organisationnels, des profils individuels. On peut même superposer des profils pour faire un écart entre, par exemple, la perception des acteurs dans une organisation et ce que l'organisation pense qu'elle fait et ce qui est perçu par ses employés, par exemple. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Évidemment, je viens tout juste de terminer ma recherche sur ce données-là, sur ce sujet-là. Je suis en train de répliquer ces études-là sur d'autres échantillons et aussi, je suis très intéressée à lier la composition des programmes d'éthique organisationnelle à d'autres mesures d'efficacité, comme par exemple la satisfaction au travail. Si j'ai une configuration, comme par exemple celle
la configuration A, bleu, mettons, comme je vous avais montré tantôt, est-ce que j'ai plus de satisfaction au travail? Est-ce que, par exemple, j'ai moins de plaintes liées à l'éthique au travail, le climat de travail? Donc, je veux essayer de faire des liens avec d'autres données. Est-ce que, par exemple, la configuration B, elle est davantage liée, par exemple, à des écoles de pensée dont Thierry nous parlait tantôt, qui sont d'ordre plutôt économiste, comme tu appelais Thierry tantôt, ou plutôt écologique, multiculturel, comme on avait dans la présentation de Thierry. Donc, faire des liens avec les écoles de pensée ou les grandes théories en éthique organisationnelle. Je suis aussi, Isabelle l'a présenté dès le début, je mène aussi une recherche sur l'empathie dans les organisations. Donc, est-ce que les gens qui font preuve d'empathie ont une façon de réfléchir l'éthique qui est différente? Comment ça a une influence dans les organisations? Donc, c'est toutes des questions qui m'intéressent à faire le lien entre ces programmes-là, ces préférences-là et d'autres variables psychosociales, par exemple, dans ce cas-ci. Donc, voilà, si vous avez des questions, on en parlera peut-être à la pause ou au dîner. Merci.